Je me suis réveillé au moment où le train d'atterrissage de l'avion touchait la piste. En regardant dehors, j'ai vu des congères de neige le long de la piste. On aurait dit que l'avion allait les percuter avec son aile, mais il ne l'a pas fait. Les gens ont commencé à se rassembler. J'ai attrapé mon sac et j'ai suivi mon voisin vers la sortie. Après avoir dit au revoir à l'hôtesse de l'air, j'ai parcouru le couloir faiblement éclairé. Sans bagage, je suis allé directement au petit café sous le toit du terminal. « Bonjour, que puis-je vous servir ?» a demandé une serveuse fatiguée, offrant un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Un café et 100 grammes de cognac, s'il vous plaît ?» ai-je commandé. C'était tôt le matin et j'étais le seul dans le café. Après avoir commandé, je me suis dirigé vers la salle de bain, me suis lavé les mains et les ai séchées. De retour au café, j'ai siroté lentement le cognac, suivi du café, avant de payer et de partir chercher un taxi. Il y avait près de 200 km jusqu'à ma ville. Pour passer le temps sur la route, j'ai acheté une bouteille de whisky et de l'eau minérale dans un café. En arrivant dans l'allée, j'ai regardé ma montre, 20 heures. Je suis monté tranquillement à mon étage. Eh bien, me voilà, ai-je pensé en essayant d'ouvrir la porte, mais il était évident que la serrure avait été changée. J'ai appuyé sur la sonnette et, après une longue attente, la porte s'est finalement ouverte. « Que voulez-vous » a demandé un homme, le front froncé, vêtu d'une chemise déboutonnée et d'un pantalon froissé. J'étais un peu surpris. Je m'attendais à voir ma mère en deuil, pas un inconnu. « Jacob, qui est-ce » a-t-on entendu sa voix appeler du fond de l'appartement. Je n'avais pas entièrement saisi la situation, mais j'ai essayé de rester calme. « Elle n'est pas là » a marmonné l'homme en grinçant des dents, et il a tenté de refermer la porte, mais je l'ai arrêté en bloquant le passage avec mon pied. C'était sa voix, n'est-ce pas? J'ai senti ma colère monter. « Qui êtes-vous » L'homme a essayé de me repousser. Sans hésitation, je lui ai donné un coup sec au foie. Il a grogné et a glissé le long du mur. À ce moment-là, ma mère a surgi du fond de l'appartement, la voix affolée. « Jacob, que se passe-t-il » Elle s'est précipitée vers l'homme, sans même me regarder. « Ça va, maman » Qui est cet homme et que se passe-t-il ici ai-je demandé, ressentant un mélange de confusion et de colère. Franchement, j'étais choqué par le comportement de ma mère. Elle venait d'enterrer mon père et ne m'avait même pas dit la date des funérailles. Et maintenant, elle était là avec Jacob. « Édouard, d'où viens-tu » a-t-elle bredouillé, serrant la tête de Jacob contre sa poitrine comme s'il était un enfant. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Tante Émilie m'avait appelé trop tard pour me dire que papa était décédé et j'avais manqué les funérailles. Mais la vraie question était, pourquoi ma mère ne m'avait-elle pas parlé de la mort de mon père? Pourquoi ne m'as-tu rien dit, ai-je demandé, de plus en plus frustré. Ma mère est restée silencieuse, cherchant apparemment une excuse. Pendant ce temps, Jacob commença à reprendre ses esprits. « Je vais te tuer, espèce de bâtard » cria-t-il en se jetant sur moi. Il y a des gens qui ne comprennent pas du premier coup. Avant que ma mère ne puisse nous arrêter, la mâchoire de Jacob rencontra mon poing. Cette fois, j'ai frappé plus fort. Jacob resta figé une seconde, puis agita les bras et s'effondra, sa tête heurtant le sol avec un bruit sourd. Un silence angoissé emplit l'appartement. Ma mère me regarda horrifiée, couvrant sa bouche avec sa main. « Qui est-il ? Qu'est-ce qu'il fait dans notre maison ?» J'ai secoué ma mère par les épaules. « C'est mon ami » a-t-elle bredouillé, le directeur. Il a aidé avec les funérailles. C'est un ami proche. Je n'arrivais pas à y croire. Elle était là, à faire entrer un inconnu dans notre appartement si peu de temps après les funérailles de mon père. C'est mon appartement, ai-je dit, mon sang bouillant. Elle a expliqué nerveusement, c'est notre appartement jusqu'à la lecture du testament. Ensuite, ce sera comme ton père l'a voulu. Je savais ce que disait le testament de mon père, mais je n'étais pas prêt à le lui révéler, surtout après avoir vu tout cela. J'ai poussé la porte du studio de mon père. Le canapé était toujours à sa place d'origine, mais un chevalet et des tableaux inachevés étaient empilés dans le coin. J'ai regardé ma mère. Qu'est-ce que tout cela? Pourquoi prévois-tu de tout jeter? Nous pensions que c'était juste de la ferraille, a-t-elle marmonné en tripotant sa robe de chambre. Nous, Jacob et moi. Peut-être es-tu déjà marié? Peut-être que je ne sais pas tout, ai-je crié. Jacob et moi sommes ensemble depuis longtemps. Nous nous aimons. Ma mère frissonna comme si elle avait soudainement froid. Alors,
Tu trompais mon père. Avec Jacob depuis longtemps? Peut-être es-tu celle qu'il a envoyée dans l'au-delà? J'étais choqué. Je savais depuis longtemps que ma mère était infidèle, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle serait si cynique, dormant si ouvertement avec Jacob juste 3 jours après les funérailles de mon père. Voici le marché, prenez votre trésor et sortez, tous les deux. J'espère que votre amant a un endroit où loger, bien qu'honnêtement, ce ne soit pas mes affaires. Ce monstre ne reste pas ici. Sortez et vivez par vous-même, comprenez-vous? Mon visage devait être terrifiant, car ma mère a tressailli. Je vous donne une demi-heure pour faire vos bagages. Il est temps de partir. J'ai jeté mon sac à dos sur le canapé dans l'atelier. J'étais né dans une famille apparemment prospère. Mon père, après avoir quitté l'armée, travaillait à l'usine. Ma mère, diplômée d'un studio théâtral, jouait des rôles secondaires au théâtre dramatique provincial. Comme beaucoup de génies méconnus, elle rêvait d'un rôle majeur et, comme je l'ai compris, elle était prête à tout pour l'obtenir. Quand j'étais petit, elle m'emmenait au théâtre, car mes grands-mères étaient encore jeunes et travaillaient. Je n'aimais pas aller à la crèche, alors je m'asseyais souvent tranquillement sur le balcon pour regarder les répétitions. C'est là que j'ai vu ma mère se faire pincer par son petit ami. Depuis, j'ai une forte aversion pour le théâtre et la bohème glamour. Finalement, ma mère a atteint son objectif, elle a couché avec un metteur en scène exilé dans notre ville pour une faute, et elle a obtenu le rôle principal. À partir de ce moment, elle était constamment sur scène, passant d'un amant à l'autre. Pendant ce temps, mon père, en plus de son travail à l'usine, aimait peindre. Il peignait des portraits, des paysages et des natures mortes. Mais les temps étaient durs, et malgré son talent, il était étiqueté comme un amateur et ne pouvait assister qu'à des vernissages. J'adorais le regarder travailler, respirer l'odeur de la peinture. Parfois, il me montrait comment peindre, et j'ai même essayé de m'y mettre. En 8e année, certaines de mes œuvres ont participé à un concours, et l'une d'elles a remporté la 2e place. C'est ainsi que nous vivions, papa travaillait à l'usine le jour, peignait la nuit, et maman était occupée à répéter et à coucher avec d'autres amants. Je ne peux toujours pas comprendre pourquoi mon père a toléré son infidélité. Pourquoi ne l'a-t-il pas mise à la porte et épousé une femme fidèle? J'ai terminé le lycée et à 18 ans, j'ai rejoint l'armée. Après 1 an de service, je suis allé à l'école militaire. Je ne voulais pas rentrer à la maison. J'étais pris par la romance de tout cela. Des années plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de lieutenant. Je dois mentionner que juste après l'obtention de mon diplôme, je me suis marié. Elle travaillait au service de presse et était attachée à l'état-major de la brigade où je servais. Mais notre mariage n'a pas duré longtemps. Elle visait plus haut, et être mariée à un lieutenant d'infanterie ne l'inspirait pas. Je l'ai surprise avec plusieurs officiers supérieurs. Je ne voulais pas répéter le destin de mon père, alors j'ai décidé d'y mettre fin. Mais le destin en a décidé autrement, j'ai été déployé dans un autre point chaud, et j'ai reporté le divorce. Peu après, j'ai été très grièvement blessé et j'ai perdu beaucoup de sang. Quand ils m'ont finalement emmené à l'hôpital, j'étais dans un état critique. Quand mon père l'a appris, il a tout laissé tomber pour être à mes côtés. Ma mère, elle, était trop occupée à préparer une autre représentation et à approfondir sa romance avec un jeune metteur en scène, elle n'a donc pas pu venir. En vérité, c'est mon père qui se faisait vraiment du souci pour moi, même s'il devait le faire à distance. Je suis resté dans le coma pendant près de 2 mois. La balle avait traversé entre mes côtes mais, heureusement, n'avait touché aucun organe vital. Mon père est resté à mes côtés pendant tout ce temps. Un jour, ma femme est venue me rendre visite. Elle a pleuré à mon chevet pendant un moment, puis est partie. On m'a dit qu'elle était partie avec un certain colonel. La menace du divorce a plané un temps. Alors que je commençais à récupérer, mon père est rentré chez lui. Je suis resté à l'hôpital pendant 4 mois jusqu'à ce que je sois envoyé devant une commission et déclaré inapte à poursuivre mon service. J'ai reçu mes documents de voyage et ma notification, et j'ai fini par rentrer chez moi. La veille de mon départ, ma tante Émilie m'a appelé, papa était décédé. Ma mère ne m'en avait jamais parlé, peut-être l'avait-elle simplement oublié, absorbée par son aventure et les préparatifs des funérailles. J'ai retiré mes chaussures et je suis monté sur le canapé. Quand j'étais petit, je m'asseyais souvent sur le canapé pour regarder mon père créer un nouveau chef-d'œuvre. Parfois, fatigué de regarder, je m'endormais et mon père me porta. Jusqu'à mon lit une fois son travail terminé. Il avait toujours été là pour moi,
venant me chercher à l'école sans autre raison que de passer du temps ensemble. Nous traversions le parc en rentrant à la maison. Quand papa avait de l'argent, nous nous asseyions dans un petit café de la vieille ville. Je me suis soudain souvenu du moment où il m'avait dit au revoir pour l'armée. Il m'a serré fort dans ses bras et a dit doucement, « Souviens-toi du serment. » Bien qu'il n'ait jamais servi lui-même dans l'armée où il avait été réformé tôt en raison d'une maladie, il m'avait tout de même transmis sa sagesse. Derrière le mur, j'entendais mes parents se disputer. Ma mère a même élevé la voix et peu après, la porte d'entrée a claqué. Quelques minutes plus tard, on a frappé. La silhouette de ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, baignée par la faible lumière du couloir. « Tu as faim ?» a-t-elle demandé. J'ai regardé ma montre, il était presque 9 heures, l'heure du dîner. Je suis allé dans la cuisine où ma mère mettait la table, rangeant les assiettes et les tasses. Sans rien dire, elle a servi la nourriture. Nous avons mangé en silence. Il n'y avait rien à discuter, tout était clair. Quand j'ai eu fini, je l'ai remercié, « Maman, je vais voir papa demain matin. Peux-tu me donner les nouvelles clés pour que je n'ai pas à sonner ?» Elle m'a tendu un trousseau de clés. J'ai choisi la bonne et les glissé dans ma poche. Le lendemain, je me suis tenu devant la tombe de mon père, méditant sur notre dernière rencontre. Je me suis souvenu de la façon dont il avait dit au revoir, de la tristesse dans ses yeux. C'était comme s'il avait su que ce serait notre dernière rencontre. Ces derniers mots résonnaient dans mon esprit, « Édouard, ne quitte pas ta mère. Reste avec elle, elle ne survivra pas seule. » Debout là, au cimetière, j'ai enfin compris pourquoi il n'avait pas quitté ma mère infidèle. Il l'avait aimée toute sa vie, d'un amour non partagé, sincèrement. Le jour suivant, je me suis enregistré au bureau de recrutement militaire, j'ai transféré ma pension et j'ai commencé à réfléchir à l'endroit où trouver un emploi d'ingénieur mécanique. Je me suis mis en quête de travail dans diverses entreprises, malheureusement rien ne me convenait. Ma mère, quant à elle, a pris une semaine de congé du travail, n'étant impliquée dans aucune production, elle a passé toute la semaine à la maison. Je pouvais voir qu'elle était heureuse de me revoir, malgré ma façon abrupte de chasser son compagnon. Au fait, cet ami n'était pas encore réapparu, peut-être avait-il peur ou peut-être pour une autre raison. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas découragé, j'avais de l'argent et je pouvais facilement tenir jusqu'au printemps. Un soir, j'ai commencé à trier les affaires de mon père, de grands châssis de chevalet avec des toiles tendues, certaines même apprêtées. Il semblait que mon père avait continué à peindre jusqu'à la toute fin. J'ai soudain eu l'envie de prendre un pinceau et d'essayer de peindre moi-même. J'ai placé le châssis sur un chevalet, mais j'ai arrêté avant de commencer. La pièce était sombre et je ne voulais pas gâcher la toile. Le lendemain, j'ai pris la boîte et la chaise pliante de mon père, je me suis emmitouflé dans mes vêtements les plus chauds et je me suis dirigé vers le parc. J'ai installé mon chevalet, disposé mes peintures et j'ai commencé à travailler. J'ai perdu la notion du temps et quand mes pieds ont commencé à me faire mal à cause du froid, j'ai regardé ma montre, 6 heures s'étaient écoulées. « Regardez comme c'est beau », a dit une voix derrière moi. C'était une voix de femme. Je me suis demandé si elle parlait de ma peinture ou du parc. « Vous êtes artiste ?» a-t-elle demandé, me posant clairement la question. Je me suis tourné lentement, avec dignité. Derrière moi se trouvaient 2 jeunes filles qui examinaient mon travail. « Pas vraiment, j'aime juste peindre », ai-je répondu. « Vous êtes doué ?» a dit la première fille en hochant la tête. « C'est beau et d'une certaine manière inhabituelle, pas comme les autres. » Après une brève pause, elle a ajouté, « Et vous avez l'air si transi, votre nez est rouge. » La deuxième fille a ri. « Voudriez-vous un café chaud ? Il y a un café non loin d'ici. » Léna a acquiescé. J'ai rapidement rangé mes affaires et j'ai rejoint les filles au café, le même endroit où j'étais souvent allé avec mon père. Elles étaient d'agréables compagnes et nous avons fait connaissance. La deuxième fille s'appelait Émilie. Je me suis présenté, me levant pour lui serrer la main légèrement. Les filles ont proposé de m'offrir un café, mais en gentleman, j'ai pris l'initiative. J'ai commandé du café et des gâteaux, bien que les filles aient refusé les gâteaux. Nous nous sommes assis et avons discuté poliment de rien en particulier, de peinture, d'art et de la vie. À mesure que la conversation passait aux problèmes quotidiens, j'ai appris que les filles étaient en 4e année à une université technique. Quand j'ai demandé pourquoi, elles ont haussé les épaules, incertaines de la réponse. Le temps a passé vite et avant que nous ne nous en rendions compte, il commençait à faire nuit. Les filles rentraient chez elles et, en gentleman, j'ai proposé de les raccompagner.
Léna vivait dans une résidence universitaire à 3 arrêts du parc. En disant au revoir, elle s'est rapidement éclipsée. Le trajet en taxi jusqu'à chez Émilie était chaleureux, mais mes pensées étaient ailleurs. Quand nous nous sommes arrêtés, elle s'est tournée vers moi et, d'un geste d'adieu, elle s'est levée sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur la joue. Comment appelle-t-on ça? Le coup de foudre, a-t-elle taquiné. Tout le chemin du retour, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à elle. Je n'avais même pas demandé d'où elle venait ni quel âge elle avait, et pourtant son visage encadré de cheveux blonds, avec de charmantes fossettes, restait gravé dans mon esprit. Mais quand je suis entré dans l'appartement, une surprise inattendue m'attendait, un manteau cher était suspendu au porte-manteau. Nous avons des invités, me suis-je demandé. Qui est-ce, ai-je appelé. Ma mère est apparue, les larmes aux yeux. Édouard, viens dans la pièce, il faut qu'on parle. J'ai haussé les épaules, il y avait eu trop de discussions dernièrement. À l'intérieur, un étrange homme plus âgé était assis, la jambe croisée, me regardant avec intérêt. Voici Valentine, a présenté ma mère, la voix teintée de culpabilité. Il est d'usage de serrer la main, mais Valentine n'a pas bougé. Je pouvais sentir la tension monter. Édouard, j'ai quelque chose de très important à te dire, a dit ma mère, la voix tremblante. Valentine est une ancienne connaissance. J'ai eu l'impression que le monde tournait autour de moi. Que se passait-il? J'étais sans voix. Devais-je embrasser ce nouveau père? Devais-je pleurer et accepter? Non, je voulais juste le frapper au visage, mes mains me démangeaient de le faire. Votre mère et moi allons nous marier. Je suis enceinte de son enfant, a finalement lâché ma mère, à peine capable de parler à travers ses larmes. Mais nous ne pouvions pas être ensemble avant, alors j'ai épousé ton père. Il ne savait pas que tu n'étais pas son fils, il t'a élevé comme le sien. Je n'arrivais pas à y croire. Mon père, l'homme qui m'avait élevé, aimé et tout sacrifié pour moi, n'était pas mon père biologique. Mais maintenant, ton père est parti et Valentine et moi voulons être ensemble. Il a aussi perdu sa femme et n'a pas d'enfant. Tu dois l'accepter, Édouard, c'est la vie. Valentine a pris la parole, d'une voix calme mais ferme, j'ai toujours aimé ta mère, maintenant qu'elle est libre, nous voulons être ensemble. J'ai regardé l'homme qui m'avait élevé, toujours vêtu d'un vieux manteau, des bottes aux talons usés, des lunettes de travers qui ne tenaient jamais sur son nez. Il n'avait jamais pu s'offrir de beaux vêtements parce qu'il dépensait tout pour moi. Il m'avait donné une vie, même quand c'était difficile, pour que je ne manque de rien. Et maintenant j'apprenais qu'il n'était pas mon vrai père. Ma mère, avec un sourire de soumission, regardait Valentine. On aurait dit une scène de retrouvailles familiales étranges, mais c'était la dernière chose que je voulais. Je ressentais un profond sentiment de trahison. Mon père, mon vrai père, avait aimé ma mère toute sa vie, il m'avait élevé et finalement je n'étais même pas son enfant. J'ai regardé ma mère, qui tentait encore de sourire à sa vieille connaissance, et j'ai réalisé la lâcheté de ses actions. Elle avait menti, l'avait trahi et avait tout gâché. Elle avait privé un homme de la chance d'avoir ses propres enfants, de vivre à travers eux. Je ne pouvais pas l'accepter. Eh bien, dis-je en essayant de rester calme, je ne peux pas l'appeler père et tu n'es plus ma mère. Débrouillez-vous avec votre propre désordre. Je me suis levé et je suis parti. Bonjour, dis-je sèchement. Ce n'était pas un plaisir de vous rencontrer. Une semaine plus tard, ma mère a vite tourné la page concernant Jacob et l'agitation autour de Valentine. Elle est partie avec lui et ils ont commencé leur nouvelle vie ensemble. J'ai été laissé seul. J'ai trouvé un emploi dans une petite entreprise technique, concevant des processus technologiques. L'usine produisait des fibres artificielles et je suis devenu l'ingénieur principal. Je faisais encore des croquis parfois, allant à la campagne, mais ce n'était rien de sérieux. Pendant ce temps, ma relation avec Émilie grandissait. Un jour, elle m'a invité chez elle. Après une légère hésitation, j'ai accepté. Nous sommes arrivés dans une communauté de chalets à l'extérieur de la ville. Émilie a sorti un trousseau de clés de son sac et a ouvert la lourde porte qui a gémi en s'ouvrant. Elle est entrée la première et je l'ai suivie dans un grand couloir où les murs étaient tapissés de tableaux. Les murs étaient ornés de cadres anciens coûteux, chacun positionné entre les ouvertures des fenêtres. Un grand tapis bordeaux recouvrait le sol, reposant contre les pieds d'un canapé antique. La porte s'est refermée bruyamment, et une dame âgée imposante a fait rouler une table de service dans le couloir. L'odeur de café emplissait l'air et, en plus de la cafetière, il y avait une bouteille de vin rouge ouverte sur le plateau.
La femme a silencieusement rempli nos verres, m'a regardé d'un air désapprobateur et est partie. C'est notre gouvernante, ne fais pas attention à elle, a dit Émilie. Au fond de moi, je sentais où tout cela allait mener, mais je savais aussi que je ne pouvais pas m'y opposer. Après le troisième verre, Émilie a doucement posé sa main chaude sur ma joue et a souri, tu es drôle. La chambre était au deuxième étage. Un lit immense trônait sous un ciel de lit blanc à baldaquin, avec une commode encombrée de babioles féminines, d'éléphants et de chatons. La lumière tamisée et le doux parfum de lavande m'inspiraient la folie. Je n'avais aucune idée de comment je m'étais retrouvé au lit avec cette charmante fille, mais nous ne nous sommes arrêtés qu'à l'arrivée du matin, épuisés et satisfaits, sans nous être pleinement comblés l'un l'autre. Je me suis réveillé à l'odeur de café fraîchement infusé. Craignant de le renverser sur ma poitrine, j'ai délicatement pris la tasse de la main d'Émilie. « Comment est-ce » a-t-elle demandé. J'ai fait semblant de ne pas comprendre la question, « Que veux-tu dire ?» Je parle du café, a-t-elle ri. À quoi pensais-tu? J'ai souri, me sentant à l'aise. Au café aussi, dis-je, appréciant la chaleur du moment. Je ne voulais pas me lever, alors j'ai posé la tasse vide sur la table de chevet. Émilie a ri de nouveau, répandant un soupçon de parfum de lavande dans l'air en m'embrassant sur les lèvres. Un mois plus tard, Émilie et moi avons emménagé ensemble et avons commencé à planifier notre mariage. En mars, j'ai retrouvé ma femme disparue et j'ai demandé le divorce. Nous n'avions pas d'enfants et pas de biens acquis en commun, alors un mois plus tard, j'étais officiellement célibataire. Rien ne faisait obstacle à mon bonheur avec Émilie. Début mai, le testament de mon père a été lu. Il m'a légué une part de l'appartement, la voiture, le garage, toutes ses peintures et la clé d'un coffre-fort. Ma mère n'était pas présente lors de cet événement. Le lendemain, je suis allé à la banque où mon père avait loué le coffre-fort. Quand l'employé de banque et moi l'avons ouvert, la première chose que j'ai vue fut une petite image dans une boîte en carton, plusieurs liasses d'argent et une lettre. J'ai tout pris et je suis parti. Ce soir-là, pendant qu'Émilie bavardait avec ses amis, j'ai lu la lettre, « Mon fils, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis parti. Je t'aime beaucoup, même si tu n'es pas mon fils. Ta mère cache ce fait avec soin, mais je l'ai su depuis le début. Elle m'a épousé alors qu'elle était déjà enceinte, mais je m'en fichais parce que je l'aimais et l'aime encore. Je ne te laisse pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Grosse bise, ton papa. » J'ai essuyé les larmes de mes yeux en fixant le tableau sur le chevalet. C'était une jeune fille jouant de la guitare, si réaliste qu'il était impossible de détourner le regard. L'artiste avait en quelque sorte capturé toute la gamme des émotions dans son expression. La peinture était si belle que je n'osais pas l'accrocher au mur. Je l'ai simplement remise dans la boîte et l'ai cachée dans le placard. L'argent était de 30 000 $, au fait. Les préparatifs du mariage battaient leur plein. Émilie avait déjà commencé à coudre sa robe de mariée, la cachant soigneusement de moi. J'avais rendu visite à ses parents et demandé sa main. Le mariage était fixé pour la mi-mai. Notre voyage de noces a commencé en Espagne. L'avion nous a emmenés à Cordoue, une ancienne ville d'Andalousie nichée sur la rive droite du fleuve Guadalquivir, sur le versant de la Sierra Morena. L'Espagne, bien qu'étant un pays européen, conserve encore de nombreuses caractéristiques des États arabes qui ont autrefois occupé ces terres. En fait, Cordoue fut autrefois la capitale du califat et conserve encore une atmosphère orientale. Émilie et moi nous sommes installés dans un hôtel 5 étoiles du centre-ville, mais quelque chose en moi me tirait vers la vieille ville. Ma femme n'était pas aussi intéressée, préférant écumer les boutiques glamour. J'ai fait du shopping pendant quelques jours, mais le troisième jour, j'ai réussi à m'échapper pour une promenade solitaire dans les rues étroites de la vieille Cordoue. Le printemps battait son plein. Les arbres étaient couverts de fleurs et les rues bordées de lilas éclatants. L'air était rempli d'odeurs inconnues portées par une légère brise du sud. Je me suis assis dans un petit café en plein air, savourant du vin, du fromage et... J'ai ensuite erré sans but. Précis à travers les sites historiques de la Cordoue arabe. Finalement, j'ai été attiré par le son d'une guitare. En tournant le coin, j'ai vu une jeune fille jouer, sa petite compagne claquant des talons à ses côtés. Le son des castagnettes emplissait l'air tandis que la rumba jouait. Au début, la musique semblait désespérée, cherchant à se libérer. La mélodie était hésitante, pressée entre les maisons, aspirant à l'espace. Puis, la fille la laissa éclater, d'un mouvement fluide, elle abaissa sa main sur le manche de la guitare, offrant une liberté totale à la mélodie. La musique envahit la rue, balayant chaque recoin et interstice,
atteignant rapidement l'âme de ceux qui étaient rassemblés autour d'elle. Le son était si perçant, si passionné que les gens semblaient retenir leur souffle. Ils ne pouvaient détacher leurs yeux de cette silhouette fragile tandis que la mélodie riait, sanglotait et s'élevait, cherchant une échappatoire. La musique ne s'écoutait pas seulement, elle se ressentait. Les gens, perdus dans leurs pensées, la reliaient à leurs propres souvenirs et sentiments, certains avaient même les larmes aux yeux. La jeune fille laissa de nouveau tomber sa main et la mélodie vibra sur une note aiguë. Il y eut un bref silence avant qu'une salve d'applaudissements n'éclate. Elle leva la tête et me regarda, souriant énigmatiquement. Je me figeai, stupéfait, m'adossant involontairement au mur d'une maison voisine pour me stabiliser. Alors que la foule commençait à se disperser peu à peu, la jeune fille rangea soigneusement sa guitare, plaça la monnaie dans une boîte en fer blanc et, prenant la main de la fillette, se dirigea vers les marches qui menaient à une boutique d'antiquités nichée au sous-sol. Je repris mes esprits et la suivis lentement. « Señorita » appelai-je doucement. Elle s'arrêta et se retourna, me parlant en espagnol, probablement pour me demander ce que je voulais. Je sortis de ma poche les $200, tout ce que j'avais, et les lui offris. Elle sembla hésitante, essayant d'expliquer que c'était trop pour une performance, mais j'insistai. Elle sourit, prit l'argent et dit quelques mots d'une voix mélodieuse, probablement pour me remercier, avant de se retourner et de disparaître dans les escaliers. Je la suivis, descendant les marches usées par le temps et poussai l'énorme porte. Une clochette retentit au fond du magasin quand j'entrai, et le propriétaire, un homme âgé à la barbe grise pittoresque, apparut devant moi. Il portait une longue robe orientale, nouée par un cordon coloré, et une petite calotte noire qui couvrait à peine sa tête. Si je n'avais pas su que j'étais en Europe, j'aurais pu croire être entré dans une boutique de Bagdad ou d'Istanbul. Les étagères étaient remplies d'anciennes cruches en cuivre, de manuscrits arabes, de reliures en cuir avec des fermoirs en laiton, et de collections de pipes et de narguilés. Je cherchais la jeune fille des yeux, mais elle était introuvable. Le propriétaire, comme moi, avait du mal à parler anglais. Il gesticula, mélangeant des mots anglais et espagnols, et commença à me proposer ses marchandises. Au bout d'un moment, son enthousiasme diminua. Les antiquités ne m'intéressaient pas, et j'étais entré là par hasard, alors je lui expliquai que je ne comptais rien acheter et que j'étais sur le point de partir. Au moment où je me retournais pour m'en aller, le propriétaire ouvrit un vieux coffre et en sortit une petite boîte en cuir marocain. À l'intérieur se trouvait une bague d'homme en métal blanc. C'était une ancienne chevalière avec des inscriptions arabes à moitié effacées. J'en fus immédiatement attiré. Je la tins longtemps dans la paume de ma main et, de manière inattendue, je la glissai à l'annulaire de ma main droite. Elle me serrait parfaitement, comme si elle avait été faite pour moi par un maître inconnu. Je ne sais pas pourquoi je me sentais obligé de l'acheter, mais je levai les yeux vers le propriétaire et lui demandai son prix. Il sembla me regarder avec un respect nouveau et, après une brève pause, me donna un prix bien inférieur à ce que j'attendais. J'haussai les épaules, mais alors je me rendis compte que j'avais déjà donné tout mon argent à la jeune fille à la guitare. Avec regret, j'ôtai la bague et la rendis au propriétaire. Le commerçant hocha la tête en signe de compréhension, marmonnant quelque chose dans une langue inconnue. Puis il dit, « Grand-père dit que ce n'est pas une bague ordinaire. On croit que c'est la bague d'Alakam. » Soudain, une voix derrière moi s'exprima d'un ton féminin mélodieux. Je me retournai et retrouvai la même jeune fille de la rue, souriante. À ses côtés se tenait la petite fille, agrippée à l'ourlet de sa robe, me regardant avec des yeux bleus curieux. « La bague est faite de fer tombé du ciel, » dit la jeune fille avec un sourire, inclinant légèrement la tête. Le commerçant sembla comprendre et hocha la tête plusieurs fois. La jeune fille dit quelques mots de plus et le vit. L'homme lui répondit dans sa langue étrange. « Grand-père dit que c'est un cadeau, » expliqua-t-elle. « Il dit que vous êtes un homme bon et me demande de l'accepter. » Elle sourit de nouveau, puis ajouta, « Je suis douée pour faire du café selon une vieille recette arabe. Voudriez-vous en goûter ?» J'acceptai, et nous nous assîmes ensemble à une petite table dans une minuscule cour fraîche, à côté d'une petite fontaine. Nous y passâmes un long moment, appréciant le café, et je voulais lui demander comment elle connaissait si bien le français, mais je n'osais pas. Finalement, alors que le soleil disparaissait derrière les toits de tuiles et que l'obscurité s'installait, il fut temps de partir. Je remerciai mon hôte et la jeune fille pour leur gentillesse. Je sortis et regardai ma main, la bague était serrée à mon doigt, le métal était terne, ne reflétant pas la lumière des réverbères. Je remuai ma main, essayant mentalement de chasser cette étrange sensation, et me dirigeai vers le marché bruyant malgré l'heure tardive.
Je dépassais quelques maisons mais soudain je décidai de revenir sur mes pas. Je revins sur mes pas, pensant que le magasin d'antiquités devait être juste là, à 10 pas, 20, 50, mais il avait disparu. Confus, je me retournai de nouveau et revins, passant devant un étal de fruits, une boutique, et j'aurais dû atteindre le magasin d'antiquités, mais il n'était pas là. Je regardai de nouveau ma main, la bague était toujours à mon doigt. Je restai là un moment, essayant de rassembler mes idées, mais il n'y avait aucune explication. N'ayant d'autre choix que de retourner à l'hôtel, je partis, l'esprit en ébullition. Cette nuit-là, Émilie et moi étions perdus dans la joie de notre compagnie mutuelle, comme si notre bonheur ne devait jamais prendre fin. Mais au fond de mon esprit, je ne pouvais me défaire de l'image de la jeune fille aux yeux aussi bleus que le ciel andalou, jouant avec passion de sa guitare ancienne, la jeune fille dont je n'avais jamais demandé le nom. Le lendemain, nous quittâmes Cordoue, emportant avec nous l'arôme épicé de ses rues étroites et la mélodie triste du RBA. Après nous être imprégnés des plages de Majorque, nous sommes rentrés chez nous et la vie a repris son cours. Je travaillais au bureau, élaborant de nouvelles solutions techniques pour nos clients. Peu à peu, la demande pour nos services augmenta et nous déménageâmes dans de nouveaux locaux. En septembre, le propriétaire m'invita et m'offrit de manière inattendue le poste de son adjoint et une association. Il voulait développer l'entreprise et avait besoin de spécialistes compétents. Ainsi, mon salaire augmenta, mon beau-père et ma belle-mère commencèrent à me regarder plus favorablement, et Émilie était fière de mon succès. Émilie, en 5e année d'université, allait bientôt obtenir son diplôme d'ingénieur, mais je sentais que l'avenir proche ne l'enthousiasmait pas autant. Elle semblait plus intéressée par le shopping, les mondanités et les boutiques. Je comprenais. L'entretenait bien et n'essayais pas de l'empêcher de vivre sa vie glamour. La plupart du temps, nous vivions chez moi car Émilie était plus proche de moi et de mon travail, mais le week-end, nous restions toujours chez ses parents à la campagne. À mesure que le jour de sa remise de diplôme approchait, la pression de ses études s'intensifiait. Émilie a commencé à rester tard à l'université, assistant à des cours supplémentaires et étudiant à la bibliothèque. Un soir, pendant le dîner, elle a mentionné que plusieurs étudiants du Swaziland avaient été ajoutés à son groupe. Chaque étudiant se voyait attribuer un mentor local pour l'aider à développer ses compétences orales, et Émilie avait été jumelée avec Maurice, un étudiant diplômé. Elle a assumé ce rôle avec altruisme, l'aidant avec son français. Un après-midi, alors que je passais en voiture devant l'université, j'ai vu Émilie debout sur le porche avec un grand homme noir. Elle riait et lui tenait la main. Ce soir-là, j'ai prudemment interrogé Émilie à son sujet. Elle a senti la jalousie dans ma voix et a ri, m'assurant que j'étais stupide d'être jaloux d'un étranger. Elle a rapidement ajouté qu'elle m'aimait et n'avait besoin de personne d'autre. Au début du printemps, Émilie est tombée enceinte. J'étais fou de joie à l'annonce de notre enfant à venir. Peu m'importait que ce soit un garçon ou une fille, pourvu que ce soit notre bébé. Mais étrangement, Émilie ne partageait pas mon enthousiasme. Elle semblait distante et anxieuse, même si j'ai mis cela sur le compte de l'anxiété prénatale. Parfois, le matin, elle essuyait furtivement des larmes de ses yeux, mais je ne l'interrogeais pas, pensant que c'était juste un stress normal. Malgré les hauts et les bas émotionnels, la grossesse d'Émilie n'a pas affecté ses études. Elle a réussi ses examens et a défendu son diplôme. Lors du banquet de remise de diplôme, Maurice, son mentor, l'a invité à danser plusieurs fois. Il était devenu très compétent. En français et je pouvais voir qu'il était reconnaissant de l'aide d'Émilie. Il lui a murmuré quelque chose à l'oreille pendant qu'il dansait. À la fin de l'été, Maurice est retourné au Swaziland pour se concentrer sur l'industrie et l'agriculture. En novembre, Émilie a donné naissance à une petite fille. Une nouvelle vie a commencé pour moi. J'étais désormais père et, comme tous les pères fiers, j'attendais avec anxiété devant la maternité, espérant apercevoir ma fille nouveau-née. Je me sentais l'homme le plus heureux du monde, mais mon bonheur s'est rapidement transformé en confusion lorsque ma belle-mère a expliqué qu'Émilie avait eu des complications et avait été déplacée dans une chambre isolée. J'ai essayé de l'appeler pour lui demander une photo de notre fille, mais elle m'a repoussé avec une excuse sur l'interdiction du médecin et a éteint son téléphone. Mais rien n'arrêterait un père fier. Utilisant de généreuses donations pour les soins de santé, je me suis faufilé dans l'hôpital, prenant soin de ne déranger personne. Je me suis approché de la porte de la chambre isolée et l'ai ouverte doucement, essayant de voir ma fille pour la première fois. Je suis resté figé sur le seuil, abasourdi par ce que je voyais. Émilie était assise sur le lit, allaitant notre bébé. Quoi de plus beau qu'une mère qui allaite? Mais en regardant la scène,
j'ai ressenti un choc mental inimaginable. Mon cœur s'est emballé et des larmes ont monté à mes yeux, mais pas à cause de l'image elle-même, le bébé était radicalement noir. Une semaine plus tard, les parents d'Émilie la ramenèrent à la maison et son père m'appela, me demandant de venir. Il allait y avoir une réunion de famille et j'étais l'un des personnages principaux de ce drame. Lorsque j'entrai dans leur vaste couloir, toute la famille était rassemblée, même les deux grands-mères avaient été impliquées dans la discussion. En me voyant, Émilie courut vers moi en larmes, essayant d'expliquer à travers ses sanglots à quel point elle m'aimait et à quel point elle était désemparée par tout ce qui s'était passé. Son père fut le premier à parler. Il parla longuement de la façon dont un vrai homme doit endurer les épreuves de la vie, que la couleur de sa peau ne devrait pas importer et qu'il était trop tôt pour tirer des conclusions. Il me raconta un cas en Afrique du Sud où un couple entièrement blanc avait eu un bébé noir, possiblement dû à des gènes récessifs. Il conclut, « Édouard, tu es un homme et avoir une fille noire n'est pas une raison pour l'abandonner, elle ou sa mère blanche. » Puis sa grand-mère maternelle prit la parole. Elle rappela une lointaine histoire de famille concernant l'aventure de son arrière-arrière-grand-mère avec un commis noir lors d'une foire en 1913. Combien d'années plus tard, cela nous revient nous hanter, soupira-t-elle, essuyant ses mains de manière dramatique. La lignée de votre fille est bonne, Édouard. Votre groupe sanguin est A positif et la fille a le même. Vous voyez, tout concorde. Tout le monde sourit. Émilie étira ses lèvres plus largement que quiconque et je me forçai à faire de même. Je parlais longuement de combien je les aimais tous, individuellement et de tout mon cœur. J'évoquais comment j'avais toujours sympathisé avec nos frères noirs qui étaient brutalement opprimés par les colonisateurs. Je leur dis que les noirs étaient parmi les plus importants pour moi. Tout le monde sembla approuver. C'était agréable à entendre, bien que je savais qu'ils essayaient tous juste de me réconforter. Mais ensuite, j'ai sorti de ma poche un résultat de test ADN plié. Il indiquait noir sur blanc que les chances que je sois le père de la petite fille noire étaient quasi nulles. La pièce devint silencieuse. Je leur fis calmement mes adieux et, en sortant, je demandai à Émilie de transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Maurice du Swaziland. Je lui dis aussi que je demandais le divorce et une pension alimentaire, et que j'avais engagé une action en justice pour non-reconnaissance de paternité. J'imaginais Maurice, dégingandé et insouciant, riant avec Émilie, lui tenant la main. Je suis monté dans la voiture de mon père et suis rentré rapidement chez moi. J'ai sorti une bouteille de vodka du réfrigérateur, coupé du lard et me suis versé un verre plein. Il était difficile de dire ce que je célébrais, une malchance chronique avec les femmes, un divorce imminent ou quelque chose d'autre encore qui n'avait pas encore pris pleine forme dans mon esprit. Puis j'ai placé le portrait de la fille à la guitare sur le chevalet. Je me suis assis là, écoutant la triste mélodie de la rabat, me perdant lentement dans ses yeux bleus. Cette nuit-là, je rentrai prudemment chez moi, descendant la rue couverte de glace. La première audience du tribunal pour mon divorce était le lendemain. J'avais vécu dans son anticipation, mais je n'avais pas de réelle excitation, pour être honnête. J'en avais assez de traiter avec les femmes, que ce soit le karma ou juste de la malchance. Ma vie avait été marquée par des rencontres avec des femmes infidèles, sournoises et perfides. Qu'avait espéré Émilie en essayant de me coller un enfant illégitime, un enfant qui n'était même pas le mien et certainement pas un enfant noir de surcroît? Elle devait avoir cru que j'étais un idiot pour acheter l'histoire de l'aventure de sa grand-mère. Si un enfant noir apparaît dans une famille blanche, ce n'est pas à cause d'un parent éloigné, l'explication est bien plus simple, elle avait été avec un amant ou un voisin noir. Les femmes, je l'ai réalisé, feraient n'importe quoi pour cacher leurs infidélités. Étrange qu'Émilie n'ait pas mentionné Maurice dans nos discussions. Des pensées sombres pesaient sur moi, empoisonnant ma vie jour après jour. Le tribunal, soi-disant ferme pour les intérêts des femmes, nous avait donné 2 mois pour nous réconcilier, comme si cela pouvait arriver. Émilie, ma belle-mère et ses grands-mères ont toutes versé des larmes au procès. Mon beau-père m'a même traité de raciste. J'ai écouté. Se tenait tranquillement, ne désirant rien d'autre que la fin rapide de tout cela. Les mois de réconciliation s'éternisaient. Émilie m'appelait tous les jours, m'offrant des montagnes d'or si je lui pardonnais et retournais dans la famille. Environ un mois après la première audience au tribunal, son père m'a rappelé. Il voulait que nous nous rencontrions dans un petit café à l'extérieur. J'ai remarqué sa voiture noire garée près de la fenêtre. Émilie était probablement à l'intérieur, espérant encore une réconciliation. Je ne voyais pas de quoi nous pourrions parler dans cette situation. J'ai accepté une rencontre, dit finalement mon ancien beau-père, semblant prêt à parler,
mais je n'essaierai plus de vous convaincre de revenir vers ma fille. Il a commencé à mâchonner sa lèvre en s'apprêtant à parler. Émilie est encore jeune, très jeune. Elle peut refaire sa vie. Et alors si elle a fait une erreur avec le bébé? Il fit une pause, puis continua, elle peut encore se marier, fonder une famille. Son mariage avec vous lui a servi de leçon. Il hésita de nouveau, allumant une cigarette. Je vous paierai bien si vous gardiez le silence sur le divorce. Dites simplement que ça n'a pas marché et passez à autre chose. Vous savez comment c'est. Il s'est agité inconfortablement sur sa chaise. J'ai un jeune homme en tête qui pourrait faire un bon mari pour Émilie. Le plus important, c'est qu'il ne découvre pas l'existence du bébé. Je ferai un arrangement avec le juge. Je n'ai pu m'empêcher de fredonner, je me demande comment vous comptez cacher l'enfant et où. Il a fait un geste de la main pour balayer l'idée. Ce n'est pas votre problème. Je vous paie juste pour que vous gardiez le silence. Le bébé, c'est mon problème. Mon ex-beau-père a pris une serviette et y a écrit un nombre à 5 chiffres. Il l'a fait glisser sur la table vers moi. Cela vous conviendrait-il, demanda-t-il, me regardant avec attente. J'ai plissé les yeux en regardant la somme. Ce n'était pas mal pour le silence, mais ma réponse fut immédiate. Nikolai, je crois que vous vous méprenez sur qui je suis, dis-je en repoussant le mot vers lui. Je n'ai besoin que du divorce. Le reste est le problème de votre famille. L'argent ne m'intéresse pas. Je ne vais pas parler de ce divorce, alors laissez votre fille dormir en paix. La phrase sonnait ambiguë et il s'étendit. Ce n'est pas tout. Il faut que vous quittiez la ville, n'importe où, juste loin. C'est fragile, mais au moins c'est une sorte de garantie de votre silence. Je l'ai regardé sans expression. Pourquoi devrais-je partir? Je ne vais nulle part. Il s'est penché en avant, sa cigarette projetant de la cendre dans le cendrier. Attention Édouard, vous pourriez le regretter. Son regard était froid, plein d'une rage à peine contenue. Quelle famille! L'un après l'autre, ils avaient tous l'impression de pouvoir me poignarder dans le dos. Je me suis levé, signifiant clairement que la conversation était terminée. Une semaine plus tard, j'avais oublié la rencontre avec mon beau-père. Mi-janvier, il y eut une deuxième session au tribunal. Aucun de mes anciens beaux-parents ne s'est présenté. Il n'y avait pas de litige de propriété et puisque l'enfant n'était pas le mien, tout a été réglé rapidement. Le tribunal a prononcé le divorce et la juge, une femme corpulente, m'a regardé avec désapprobation, mais c'était tout. Plus de mariage pour moi. Fin janvier, le chef m'a appelé dans son bureau. Il semblait hésitant, ne sachant pas comment commencer. Édouard, vous êtes très précieux pour moi en tant qu'employé, mais en ce moment, nous avons des difficultés avec les contrats. Les revenus ont diminué. Je ne peux pas maintenir le poste de directeur adjoint dans le personnel, expliqua-t-il, me regardant avec culpabilité. Pour rester à flot, je dois réduire l'équipe de direction. Ce n'est rien de personnel. Je l'ai regardé d'un air vide. Alors, vous supprimez mon poste dans l'appareil administratif, mais pas celui de conseiller personnel, demandai-je d'un ton sec. Il s'est agité nerveusement sur sa chaise. Non, j'ai besoin des brevets de vos inventions. J'ai haussé un sourcil. Que voulez-vous dire? Ils m'appartiennent, pas à votre entreprise. Je suis prêt à vous les racheter pour un montant raisonnable. Le chef semblait visiblement ennuyé et s'agitait. Non, j'en ai personnellement besoin. J'ai souri, sachant pertinemment que sans mes inventions, l'entreprise s'effondrerait, peu importait la solidité de ses actifs ou l'apparence physique impressionnante de LCA, elle ne pouvait pas inventer ce que j'avais. Édouard, ne soyez pas trop hâtif, dit-il, son ton changeant. La crise passera et je vous réembaucherai. De plus, vous possédez près de 30% des parts, vous vivrez des dividendes pour l'instant. Je me suis levé, le coupant. Je vends les actions au prix du marché. Le chef, exaspéré, s'est levé aussi. Ne soyez pas ridicule. J'ai levé la main, signalant la fin de la conversation. La soirée de février semblait interminable. La solitude ne me déprimait pas, mais le vide dans l'air rendait tout plus lent. J'ai allumé la vieille radio de mon père, quelque chose que je ne pouvais me résoudre à jeter. Près d'un mois s'était écoulé depuis mon licenciement. J'ai essayé plusieurs fois de trouver un emploi. Il y avait des postes vacants, mais dès qu'ils voyaient mon nom de famille, les visages des responsables des RH se décomposaient et ils essayaient rapidement de me faire sortir.
pas de travail pour moi dans cette ville. J'ai exhalé une longue bouffée de fumée, et c'est à ce moment-là que la sonnette a retenti. Je n'attendais personne. Après le divorce, mon cercle social avait disparu. Et quand j'ai ouvert, j'ai été accueilli par une femme vêtue de façon voyante, et derrière elle, un homme en manteau marron à la doublure usée. Tous deux étaient couverts d'une neige de février collante. « Bonjour, pouvons-nous entrer ?» demanda la femme d'un ton défiant. Je suis resté là, mon esprit envahi de questions, qui était-il et pourquoi était-il venu? Mais aucune réponse ne me venait. Je suis resté en silence, évitant leur regard. La pause s'est prolongée, lourde d'une tension inexprimée. « Alors, on entre ?» demanda la femme à nouveau. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demandai-je finalement, desserrant mes lèvres. « C'est à propos de l'appartement. »« Combien en voulez-vous » demanda-t-elle, ses lèvres se recourbant en un sourire alors qu'elle me regardait avec attente. « Je ne vends rien », j'ai haussé les épaules. « Quelqu'un a dû vous induire en erreur. » Son sourire ne s'est pas estompé. « Comme c'est étrange, » dit-elle, puis elle me tendit un journal plié. Sur la dernière page, une petite annonce distincte a attiré mon regard, vente urgente d'un appartement de 3 pièces. Mon appartement. L'adresse et mon numéro de téléphone étaient indiqués. Nous avons besoin de logements de toute urgence, alors nous avons décidé de venir le voir sans appeler d'abord, a dit l'homme. Je ne vends pas d'appartement, dis-je fermement en claquant la porte sans écouter leurs objections. D'abord mon travail, maintenant mon appartement. Je suis retourné dans la pièce, j'ai versé un demi-verre de cognac et je l'ai bu d'un trait. La chaleur s'est répandue en moi, mais cela n'a pas calmé mes pensées. J'ai installé un chevalet, y ai posé une toile et j'ai allumé la lumière du plafond. De la musique jouait doucement en fond sonore tandis que je faisais mon premier coup de pinceau. J'ai travaillé toute la nuit, épuisé, finissant une bouteille de cognac, puis en ouvrant une autre. Finalement ivre et vidé, je me suis effondré sur le canapé. Je me suis réveillé dans l'après-midi, la lumière du jour s'estompant déjà dehors. Au mur, la fille à la guitare me regardait avec pitié. Ma tête me faisait mal, mais j'ai décidé de voir ce que j'avais créé. La lune brillait intensément, laissant une traînée argentée sur la route de campagne. Un jeune homme portant un chapeau de clown multicolore marchait le long de cette route, tenant la main d'une petite fille noire. Il marchait vers la pleine lune, se dissolvant lentement dans sa lumière fantomatique. Je ne pouvais pas voir leur visage, seulement leur dos alors qu'ils s'éloignaient de moi. J'ai touché la toile avec précaution, la peinture était presque sèche. Prenant un pinceau fin, je l'ai trempé dans la peinture noire. J'ai écrit mes initiales dans le coin inférieur gauche, puis j'ai ajouté la date. Un jour, début mars, je rentrais du magasin, essayant de faire durer le peu d'argent qu'il me restait. Je n'avais pas manqué d'argent grâce à la vente d'actions, mais mon travail ne marchant pas bien, je devais être prudent. J'avais fait le plein de produits relativement bon marché, à 2 pas de chez moi. J'ai été arrêté par une femme âgée qui marque. Est vers moi. Elle a appelé mon nom et quand j'ai levé les yeux, elle a souri et a réajusté sa frange sous son chapeau. « Édouard, tu ne me reconnais pas ?» a-t-elle demandé. Je me suis souvenu d'elle, elle avait été la femme de ménage chez Émilie lorsque nous nous étions rencontrés pour la première fois. « Comment allez-vous » ai-je répondu poliment, ne sachant trop quoi dire. « Et Émilie va se marier » a lâché Martha, comme si c'était la nouvelle la plus importante. « Je suis très heureux pour elle » ai-je dit en haussant les épaules, essayant de rester calme. Elle a finalement trouvé son Maurice. Non, elle va épouser notre garçon, le fils de l'associé de Nicolas, a poursuivi Martha, les yeux brillants de bonheur comme si c'était elle qui allait se marier. Mes pensées s'emballaient. Où était passée la jeune fille? Le marié avait-il accepté la belle-fille noire d'Émilie? Me suis-je demandé silencieusement. Non, Michel a été enlevé il y a 2 mois, la voix de Martha s'est adoucie. Émilie a rédigé une renonciation pour le bébé. Sa voix s'est teintée de tristesse. Que Dieu t'aide, Édouard, qui le retrouvera. Les yeux de Martha se sont de nouveau illuminés. Je suis si heureuse pour Émilie. Je n'ai pas pu partager sa joie. Je l'ai contournée, suis rentré chez moi et n'ai pas dit au revoir. Dès que j'ai ouvert la porte de mon appartement, le téléphone a sonné. Édouard, a murmuré une voix de femme à mon oreille. C'est la lieutenant-chef Simonova. Quand peut-on vous trouver chez vous? Confus, j'ai demandé, que se passe-t-il? Je n'ai aucun problème avec la police. Vous avez reçu une plainte.
Vous devez quitter l'appartement qui a été vendu et vous refusez de partir. Les acheteurs se plaignent. Il y a eu un courson abrupt sur la ligne avant qu'elle ne raccroche. Le lendemain, une délégation est arrivée à ma porte, une jeune fille effrontée, la police et le même couple qui m'avait rendu visite auparavant. Monsieur Ratnikov, votre appartement a été vendu, vous devez quitter les lieux, a déclaré la lieutenant-chef sans détour. J'ai hoché la tête vers le couple. Puis-je voir les documents? La femme, le visage clairement mécontent, m'a tendu l'acte de vente. Sous le nom du vendeur figurait celui de ma mère. La situation commençait à avoir un sens. Ma mère ne possédait qu'un tiers de l'appartement, les 2 autres tiers étaient les miens. La transaction de vente était invalide sans mon consentement. Le vendeur était censé me proposer sa part en premier. J'ai pris des copies des documents pour un examen plus approfondi. J'ai sorti les documents de l'appartement du buffet et les ai remis à la policière. Elle les a rapidement consultés, a haussé les épaules et a dit « Allez au tribunal ». Je ne quitte pas ma maison, ai-je lancé, commençant à bouillir de frustration. Vous êtes entré par effraction dans mon appartement sans permission. S'il vous plaît, partez. J'ai ouvert la porte d'entrée, montrant clairement que je voulais qu'ils s'en aillent. Mon attitude combative a semblé convaincre les invités non désirés que la retraite était leur meilleure option. Édouard, a dit la lieutenante, sa voix bouillonnante de colère, si vous ne partez pas, vous serez expulsé par la force. Je suis resté silencieux, claquant la porte alors qu'il battait en retraite. Le lendemain, j'ai reçu une assignation à comparaître. J'ai essayé de joindre ma mère pour clarifier la situation de l'appartement, mais elle n'avait pas été en contact depuis un certain temps et je n'avais ni sa nouvelle adresse ni son numéro de téléphone. Que voulais-je même entendre d'elle? Le juge n'a pas hésité longtemps. Il était évident que ma mère n'avait pas le droit de vendre l'intégralité de l'appartement sans ma coordination. D'un coup de marteau, la vente a été invalidée. Mais j'avais tort de penser que c'était la fin de l'histoire. Un jour plus tard, alors que je rentrais chez moi dans l'obscurité, 3 silhouettes ont émergé des ombres sous l'arche. L'un d'eux avait une chaîne de vélo à la main, les autres étaient armés et prêts à se battre. Je n'ai pas attendu l'attaque. J'ai rapidement mis le premier à terre d'un coup de pied rapide au genou, mais les autres se sont rapprochés. J'ai couru, gardant un œil sur mes agresseurs. L'un d'eux s'est jeté sur moi et je me suis rapidement retourné, le faisant trébucher. Son corps a volé par-dessus ma jambe et s'est écrasé sur le trottoir. Le troisième agresseur, brandissant un couteau qui brillait sous le réverbère, a marqué un temps d'arrêt. J'ai avancé, interceptant son bras et le brisant d'une torsion sèche. Il a crié, s'affaissant de douleur. Je lui ai donné un coup de genou au visage et il est tombé à terre. Attention, il me tue, a crié quelqu'un à proximité, sa voix paniquée. J'ai remonté mon col et me suis engouffré dans une allée pour m'échapper, le cœur encore battant de la bagarre. Mars s'est terminé sans emploi et l'air. Gent qu'il me restait disparaissait rapidement. J'ai économisé ce que je pouvais, allant même jusqu'à mettre ma voiture au garage pour arrêter de dépenser. Plus d'une fois, j'ai pensé à la vendre, mais je n'ai pas pu me résoudre à le faire. Un jour, après une autre tentative infructueuse de trouver du travail, je suis passé devant une grande bannière dans la rue, exposition de jeunes artistes à la galerie d'art à partir du 15 avril. Chacun pouvait participer. J'ai photographié la bannière, décidant d'aller à la galerie plus tard. Chez moi, j'ai rassemblé quelques-uns des paysages les plus intéressants de mon père et, après réflexion, j'ai ajouté le mien, une œuvre inachevée d'un clown. Ce n'était pas grand-chose, mais j'ai décidé de flatter mon ego. Quand je suis arrivé à la galerie, ils ont accepté mes tableaux sans poser de questions et je leur ai dit que j'avais trouvé les œuvres par hasard et que je ne connaissais pas le nom de l'artiste. J'ai été autorisé à vendre 2 des tableaux de mon père, mais j'ai gardé le mien. L'exposition a duré 1 mois et une vente aux enchères a eu lieu à la mi-mai. Le lendemain, j'ai été invité à un buffet pour célébrer la fin de l'exposition. Je me suis habillé aussi bien que possible, un jean décent, un pull bordeaux, une bague espagnole et une touche de l'eau de Cologne restante, et je suis arrivé pile à 18 h, plongeant dans le monde du glamour. J'ai parcouru la salle d'exposition, mais je n'ai pas vu mes tableaux. Eh bien, pourquoi devrais-je être surpris? Je me suis prudemment dirigé vers la sortie, mais j'ai alors remarqué un groupe de personnes rassemblées autour de quelque chose au milieu de la pièce. Sur un chevalet se tenait mon tableau, entouré d'un ruban orange. La plaque indiquait « La chevauchée nocturne au clair de lune ». Un instant, je suis resté figé, fixant le tableau avec incrédulité.
Édouard, a chuchoté une voix derrière moi. Je me suis retourné pour trouver une jolie femme blonde souriante. C'était Éléanore, la propriétaire de la galerie. Pourrions-nous parler, a-t-elle demandé. J'ai haussé les épaules, nous pouvons parler. Nous sommes sortis par la porte latérale pour entrer dans un bureau confortable. Votre tableau présente un grand intérêt pour nous, a commencé Éléanore. Nous voulions l'acheter à la vente aux enchères, mais nous avons été déçus d'apprendre qu'il n'était pas à vendre, a-t-elle poursuivi. Notre exposition a été visitée par Monsieur Mancini, un collectionneur d'art contemporain très connu de Thon. La propriétaire de la galerie, Éléanore, m'a tendu une carte de visite noire estampillée en or et un catalogue glacé de la galerie Tour. Si vous décidez de rencontrer Monsieur Mancini, composez simplement ce numéro, a-t-elle dit en désignant les chiffres dorés. Bonne chance, et je suis toujours heureuse de vous revoir. Sur ce, elle s'est levée, signalant la fin de notre conversation. Ce soir-là, j'ai appelé le numéro et ma vie a changé radicalement. Le monde de l'art, j'ai vite appris, avait peu à voir avec le génie ou la médiocrité. Il s'agissait d'une demande soigneusement orchestrée, artificiellement créée par une équipe de professionnels des relations publiques. Ce processus n'avait rien à voir avec le vrai talent, il s'agissait de créer du *buzz*, quelques articles dans des magazines glamour, quelques autres dans des publications renommées, puis une vente aux enchères opportunes où l'œuvre d'un artiste jusque-là inconnu se vendait à un prix absurde à un collectionneur anonyme. La ruée suivait, les tableaux étant arrachés pour d'énormes sommes d'argent. Plus les prix montaient, plus la demande s'envolait. L'astuce consistait à maintenir l'intérêt du public en écrivant plus d'articles, parfois même en critiquant l'artiste pour entretenir le *buzz*. Une fois l'intérêt à son comble, le monde de l'art passait au génie inconnu suivant. Je pourrais nommer de nombreux artistes célèbres d'aujourd'hui qui sont passés par ce processus, mais dans ce cas, c'était moi. Après ma rencontre avec Monsieur Manini, ma peinture fut envoyée en Italie et une somme d'argent respectable se retrouva dans ma poche. Manini, ravi de la simplicité de mon travail, commanda d'autres tableaux dans le même style. Je me moquais de l'intégrité artistique. J'achetais des peintures, des châssis, des toiles et des pinceaux, et en 2 semaines, je créai 6 autres pièces. Ces œuvres n'étaient pas une question de technique, elles étaient simplement l'expression de la façon dont je voyais le monde. Si vous aimiez, tant mieux, sinon, allez voir ailleurs. Monsieur Manini était ravi car mes créations manquaient de toute valeur artistique, ce qui facilitait leur expédition à l'étranger. Quelques mois plus tard, il m'apporta un magazine français avec un article sur un jeune artiste inconnu de France, plein de promesses. Il incluait des reproductions de plusieurs de mes œuvres, dont En route de nuit au clair de lune. Éléanore me reconnut et proposa d'organiser une exposition de mon travail. Cela semblait bien, mais je devais encore peindre. Au moment de l'ouverture de l'exposition, j'avais 8 toiles. J'ai mélangé les œuvres de mon père avec les miennes, ajoutant mes initiales à ces pièces, et l'exposition était prête. L'exposition fut un immense succès. Les gens faisaient la queue pour acheter des billets. Des amateurs d'art vinrent d'autres villes et même une délégation de Londres y assista. Au fil des jours, le *buzz* ne fit que croître. L'artiste mystérieux venu de province était au centre de toutes les conversations dans le monde de l'art. Des articles parurent dans les magazines métropolitains. Le processus s'était échauffé artificiellement et l'excitation était palpable. À présent, j'avais accumulé une somme d'argent considérable. J'ai converti l'appartement de mon père en atelier et j'ai déménagé de la ville vers une prestigieuse communauté de chalets. Tout se passait parfaitement. Je me fis de nombreux amis et, plus important encore, j'avais beaucoup de petites amies. J'étais considéré comme l'agent de l'artiste, et tous ceux qui voulaient me rencontrer cherchaient des moyens de se rapprocher de lui. Un soir d'été, ma sonnette retentit. J'essuyai la peinture de mes mains et ouvris la porte pour trouver Émilie, là, inattendue. Elle emplit la pièce du parfum et de l'odeur du cognac. Elle semblait avoir peur de venir sobre, alors je lui offris du thé. Alors qu'elle se lançait dans un long monologue, elle me dit qu'elle n'avait toujours aimé que moi, que sa relation avec l'agronome africain avait été une erreur fatale. Elle expliqua que lorsqu'elle s'était donnée à lui sur la table poussiéreuse, elle n'avait pensé qu'à moi. Je détournai mon regard de la toile fraîchement achevée et examinai Émilie. Elle était devenue encore plus belle depuis notre rupture, plus sûre d'elle et séduisante, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une trace de désir moral. Je n'avais pas eu de femme depuis longtemps, et la voilà, plus belle que jamais. Pourquoi pas? Après tout, c'était mon ex.
Cette nuit-là, nous avons partagé des souvenirs, et le matin, elle s'endormit, épuisée. Je fis rapidement mes bagages et partis pour l'atelier, laissant les clés à la sécurité au départ d'Émilie. Le temps passait, et je m'attendais toujours à ce que l'intérêt pour mes peintures diminue, mais jusqu'à présent, tout allait bien. Plusieurs tableaux avaient été achetés par la plus grande banque de la ville, et l'un d'eux était même accroché dans le bureau du gouverneur. Le mystère de l'artiste inconnu ne faisait qu'alimenter la demande pour mon travail. Un jour, un Andy attristé vint me voir. Plusieurs de mes tableaux avaient été bloqués par les douanes. Le ministère de la Culture avait finalement réalisé que des trésors nationaux s'échappaient du pays et avait inscrit mes peintures sur le registre des exportations interdites. Mais M. Manini trouva un moyen de contourner le problème, tant que tout se déroulait comme prévu, je devais passer quelque temps en Europe et y peindre. Nous convînmes que je travaillerais en Espagne, dans une villa sur la côte atlantique, et je commençai à préparer le voyage. Je vendis tous les tableaux de mon père, à l'exception du portrait, et fis mes valises. Ma mère était perdue à la campagne avec son amant, donc j'avais peu à faire à la maison. Cependant, un problème me tenait éveillé la nuit, mais j'étais sur le point de le résoudre. Pendant tout ce temps, j'avais évité les relations à long terme avec les femmes, l'idée que quelqu'un essaie de restreindre ma liberté me mettait mal à l'aise. Émilie avait maintes fois tenté de me rencontrer, mais j'avais refusé. Je savais qu'elle voulait mon corps et mon argent, rien de plus. J'appris par des amis qu'Émilie avait cherché sa fille Michel pendant tout ce temps. Elle avait mauvaise conscience, mais sans succès. Michel avait été adopté par une famille aimante et sa trace s'était perdue. En désespoir de cause, Émilie tenta de mettre fin à ses jours en se coupant les poignets. Elle fut sauvée, mais elle refusa de vivre, sentant qu'il n'y avait aucun intérêt à continuer. Ce genre de désespoir arrive aux gens, surtout aux femmes qui abandonnent leurs enfants. Pour tenter d'arrêter le processus d'autodestruction, ses parents la placèrent dans une clinique de neurologie et l'isolèrent dans une chambre séparée. Petit à petit, elle commença à perdre la tête. Le jour de mon vol arriva enfin, et le problème qui m'avait empêché de vivre était résolu. Nous arrivâmes à l'aéroport 1 heure avant l'embarquement. Nous nous enregistrâmes rapidement et nous dirigeâmes vers le terminal. Un jeune homme imposant portant une petite fille noire dans ses bras faisait sourire gentiment les gens qui passaient. Émilie, en revanche, fixait le plafond, détachée du monde. Elle ne vivait plus, elle existait simplement. Toute sa vie passée était hors de sa portée. Elle avait détruit son propre bonheur de ses propres mains, et le paix. Irritée de réaliser qu'elle ne pourrait jamais le récupérer. Chaque nuit, elle rêvait de Michel, son enfant abandonné, la suivant partout. Un jour, la porte de la chambre d'Émilie s'ouvrit et un bel homme aux cheveux gris entra. « Émilie, c'est Monsieur Manini, il a une lettre pour vous », dit l'infirmière d'une voix doucereuse. L'homme sourit et tendit à Émilie une épaisse enveloppe. « Lisez-la, j'attendrai dehors », dit-il avec un léger accent, tout en ajustant la robe qui glissait de ses épaules. Émilie déchira l'enveloppe. À l'intérieur, elle trouva une carte en plastique, un billet d'avion pour Cordoue et une photographie. Sur la photo, un jeune homme tenait Michel dans ses bras. Ils souriaient tous les deux, et il sembla à Émilie que leurs yeux la traversaient, pénétrant son âme. Au dos de la photo, il était écrit « Maman, viens vite ». PS, vous demandez ce que le portrait et la bague avec les manchettes ont à voir avec tout cela? Je ne sais pas, peut-être rien, ou peut-être tout. Si vous avez apprécié cette histoire, abonnez-vous à JK raconte une histoire pour plus de récits.